Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Philadelphie. Aujourd'hui, on parle de Shazam, La Rage des Dieux, sorti en 2023 et réalisé par David F. Sandberg, avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Grace Caroline Curry, Lucy Liu, Jamin Hansu et Ellen Mirren. Je suis Mathieu, mais vous pouvez m'appeler Capitaine Podcasteur. Alors, bienvenue dans la série la rétrospective des films de DC. Depuis que la dernière fois que j'ai fait un podcast sur la DC, on a eu un changement de direction dans toute la production. On a maintenant James Gunn et Peter Safran qui s'occupent de la direction d'où est-ce qu'on va s'en aller avec les films de DC. Je sais pas si c'est une bonne idée vraiment de commencer à scraper tout ce qui s'est passé avant, quoi qu'on l'a déjà fait, qu'on regarde tous les films avec Christopher Reeve qui a été succédé avec Brandon Routh, même les films avec Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, puis chaque film dans le fond était toujours indépendant. Fait que on veut comme recommencer un univers pour jeter à terre qu'est-ce que Zack Snyder a fait depuis 2012 avec L'Homme d'acier. D'un côté, je trouve ça plate que on va dans le fond tout recaster pas mal tout le monde c'est ce que le film de The Flash va faire la prochaine fois. Ça a l'air que dans le fond c'est là où on va comme un peu rebooter l'univers. On va continuer avec les personnages qu'on veut. Le film de Shazam aujourd'hui est dépendant de son box-office que il est pas très très lucratif. Fait que je pense que ça va être pas mal la dernière fois qu'on va voir le personnage de Shazam incarné par Zachary Levi. Comme que peut-être qu'on va décider de le garder quand même à quelque part, mais en tout cas, je pense que après 2 semaines, le film, il a pas levé. Surtout que dans le fond, au box-office, il s'est fait tuer par John Wick à la sortie de John Wick 4. Au moment où j'enregistre, le film n'a pas encore fait son budget qui était de 125 millions. Puis dans le budget mondial, de box-office mondial, on parle de 103 millions. Fait que c'est sûr et certain que après 2 semaines, ce film-là, il va pas du tout rien faire. Il va plus couler. Fait que c'est sûr que en bout de ligne, avec la nouvelle production, ce qu'ils ont dit avant la sortie du film, c'est que si mettons on voulait avoir un prochain film de Shazam, il fallait vraiment se pointer au cinéma. Ce qui est pas mal l'arrêt de mort pour le personnage de Shazam, en tout cas dans cette version-là. Ce que je trouve triste là-dedans, c'est que on a eu The Rock qui était producteur exécutif sur le premier Shazam, qui dans le fond il est en arrière du projet de Shazam. Peut-être aussi c'était pour amener son projet de Black Adam qui est sorti un peu plus tôt cette année ou en fin d'année l'année passée plutôt. Puis que finalement une fois que Shazam a coulé, que dans le fond il n'y a plus d'intérêt avec ça, puis dans le fond il n'y avait aucun intérêt avec la continuité de Shazam. Lui dans le fond il voulait continuer avec le personnage de Superman qui allait revenir au lieu de mettre Shazam, ce qui n'est peut-être pas quelque chose de logique, mais peut-être que dans un 3e film on aurait pu mettre Shazam mais ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais quand même la DC je trouve qu'ils n'ont pas été corrects en tant que tel, en tant que production ou publicité. C'est pas vraiment beaucoup
beaucoup venu à mon attention. C'est sûr que j'ai vu toutes, mais au courant là, des 4 films là, que j'ai couverts au cinéma dans les dernières semaines, quand on parle là, de John Wick, on parle de Frisson 6, on parle de Creed, le film de Shazam, c'est probablement le film que j'ai été moins sollicité par des annonces un peu partout, contrairement là, à pas mal les 3 autres. Fait que, tu sais, quelque part, je pense qu'ils ont mis beaucoup moins d'argent pour quasiment s'arranger pour être sûr que ce film-là ne fasse pas d'argent. C'est sûr que, en même temps, comme le film de Shazam, moi, de mémoire, là, j'y avais donné un jaune quand je l'ai couvert là, il y a 1 an et demi de ça. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement le film que j'étais plus que j'avais hâte de voir dans les 4 films. C'était, tu sais, pour tout de suite mettre ça sur la table, c'était probablement le film que j'avais le moins hâte de voir là, dans les 4 films là, qui sont sortis au mois de mars cette année. Mais même pour avouer, je suis comme un petit peu en fatigue là, des films de super-héros. Là. Ça a été une très grosse rétrospective là, que j'ai fait là, sur pas loin de 2 ans là, que j'ai terminé là, l'année passée. Mais c'est ça, tu sais, pour l'instant, là, puis en sachant pas où est-ce qu'on s'en va, fait que tu sais, je suis pas très enthousiaste là, pour toujours les prochains films de DC, là, même si j'aime bien l'univers, je suis comme pas trop certain là, de où est-ce qu'on s'en va. J'aime le vent de fraîcheur que probablement que ça va apporter. Je trouve ça triste pour Henry Cavill, comme que j'ai dit un peu plus tôt, qu'on va mettre ça à terre. Mais je reste quand même d'un côté enthousiaste parce que j'avais aimé son Suicide Squad qui est sorti, je pense, en 2021, Monsieur James Gunn, puis que dans le fond, c'est lui qui va réaliser là, le prochain Superman. J'essaie de rester quand même transparent avec ça, puis qu'est-ce qu'on a apporté avec Zack Snyder, c'est une vision, puis qu'est-ce qu'on va faire avec la prochaine vision. Ben, tu sais, si ça n'a pas marché, j'ai pas besoin là, de partir sur les réseaux sociaux, puis commencer là, à arriver là, avec toutes des idées là, de virer James Gunn, tout ça. Là. En tout cas, je trouve ça complètement là, insensé, là, qu'est-ce qui se passe sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je trouve ça plate pour qu'est-ce qui se passe là, dans tout ça, que les fans là, de Man of Steel, BVS et de Justice League, puis tout ce qui les dérivés là, avec Wonder Woman puis Aquaman, je trouve ça plate que dans le fond on va mettre ça à terre, là, même si on est spoilé à voir le deuxième film d'Aquaman plus tard cette année. Je trouve ça plate pour les acteurs, mais à quelque part, ben, le temps avance, puis je veux pas être plate à dire ça de même, mais aussi les chiffres parlent avec Batman v Superman, que dans le fond je pense que c'était la grosse déception là, pour la plupart du monde, pas pour moi là, parce que moi ça reste quand même un de mes films de super-héros préférés, mais pour la généralité du monde, ben, tu sais, quand t'as 2 icônes comme Batman et Superman dans le même film, puis que tu as de la misère à rattraper là, le box-office de d'autres personnages qui avec la Marvel qui l'ont dépassé, puis tu as de la misère à suivre, que ce soit des personnages comme Ant-Man ou je pense que BVS a fait plus que Ant-Man, mais que ce soit d'autres personnages qui n'ont pas la même historique que ce Superman et Batman, puis tu as de la misère à suivre, que ce soit Captain America ou Iron Man, même si c'est des personnages qui sont maintenant populaires, mais c'est pas des personnages qui ont toujours été aussi populaires comparativement à Batman et Superman. Que tu as de la misère à compétitionner avec, il y a un problème quelque part, puis je pense que c'est le côté là, de la vision peut-être plus sombre des personnages que j'ai quand même aimé, mais à quelque part je pense qu'il faut revenir aux sources puis peut-être là, recommencer de zéro. Ce qu'on pourrait prendre Henry Cavill et de lui donner une nouvelle histoire, oui, on pourrait faire ça, sauf que cet univers-là quand même reste rattaché à ce que Zack Snyder a fait et l'univers plus sombre. Fait que tu sais, d'aller de l'avant avec une vision plus fraîche, recaster un monde alternatif, je pense que ça va être le côté là, plus le mieux à faire. Mais en tout cas, on va voir aussi qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que
Echo va arriver avec un Superman qui est déjà établi, que ce que je pense que je peux comprendre que c'est ça qu'on va faire, qui est pas mal dans les âges aussi là, de Monsieur Cavill. Ça c'est ça un peu là, que je me pose un peu la question. Est-ce que ça va être le bon choix à partir de là? Si, fait que il y a un petit peu un paradoxe là, dans ma pensée, mais c'est ça. Ça, on va pouvoir continuer ça, là, cette discussion-là. Lorsqu'on va avoir plus de détails, puis probablement quand on va parler là, du nouveau film de Superman là, en 2025, ou en tout cas dans ces eaux-là. Là. Mais en tout cas, fait que si mettons vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les films de DC à partir là, du film là, de 1951, en tout cas dans ces eaux-là, de Superman avec George Reeves, ben vous pouvez vous rendre directement sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir toutes les quarantaines de films en live action que j'ai couverts au courant là, des 2-3 dernières années, là, ce que je couvre tout ce qu'il y a eu, pas juste le dernier, ce qui a commencé avec Man of Steel, mais on parle des films de Christopher Nolan, de sa version de Batman, des films comme Swamp Thing, Constantine, qu'on parle d'un deuxième film, mais ça n'a pas de l'air trop certain. On parle qu'il va y avoir une suite, mais ça a l'air d'être démenti là, il y a quelques semaines, mais en tout cas, on verra bien là-dessus. Puis encore d'autres affaires comme Jonah X, Supergirl, puis en tout cas, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez trouver là, tous les liens directs. Sinon, ben, vous pouvez vous abonner sur un feed, que ce soit sur Spotify. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là, qui prennent le podcast sur Spotify, mais toute application là, de balado-diffusion, ça fait l'affaire quand même. Là. C'est juste qu'en allant sur le site internet, ben, c'est beaucoup plus facile pour vous de repérer tout ce qui a été fait, puis après ça, ben, vous pouvez continuer là, avec votre application pour pouvoir télécharger à chaque semaine. En même temps, ben, si l'avenir de la DC est incertain, ben, vous pouvez vous rendre sur le site de Facebook du podcast Premier Visionnement. Ben, vous allez avoir au moins l'avenir du podcast, qu'est-ce qui va être sorti pour les prochaines semaines, pour un certain délai, là, ce qui est publié là, dans le fond sur la page Facebook du podcast. Donc vous pouvez vous abonner pour vous faciliter la tâche. Alors, le synopsis selon IMDb, il poursuit les aventures de l'adolescent Billy Batson qui, en récitant le mot magique Shazam, se transforme en son alter ego, le super-héros adulte Shazam. Okay, le film aujourd'hui, il va parler là, de les choses là, adolescentes, pas mal, là, des histoires là, qu'on voit souvent. On parle là, aussi d'histoires là, de super-héros, de super-pouvoirs, ben que dans le fond, on n'a pas besoin de tout ça. Dans le fond, là, c'est des messages qu'on voit souvent. On va parler là, de l'unité de la famille, que l'union fait la force, que aussi que rien ne dure jamais, que des fois il va falloir s'adapter. Ça c'est beaucoup apporté là, avec l'idée là, qu'ils vont vieillir et que finalement ils vont peut-être devoir partir de la maison, mais que ils vont devoir s'adapter, mais sinon, finalement, même les parents vont s'adapter et pouvoir quand même accueillir tout le temps leurs enfants et non les foutre à la porte. Puis bien sûr, aussi, là, c'est le concept là, du contrôle envers d'autres personnes ou envers n'importe quelle situation que, si mettons, on essaie de garder trop le contrôle, dans le fond, là, tout devient hors contrôle, là, juste par le fait même. Alors, avant de commencer à parler du film que j'ai écouté 2 fois, dans le fond, le film aussi, je dois aussi mentionner là, que si vous avez écouté le premier épisode de Shazam que j'ai couvert, sachez que j'ai réglé mon problème là, de changement, là, de transformation. Maintenant, j'ai perdu tous mes pouvoirs, fait que j'aurais plus de transformation là, à mes podcasts ou plusieurs fois. Fait que j'ai réglé ça là, depuis le dernier podcast.
Mais c'est ça. Fait que le film, là, je l'ai vu à sa sortie là, dans la première fin de semaine, puis je l'ai réécouté là, pour pouvoir remarquer là, dans le podcast. C'est rare que je peux faire ça avec une nouveauté, mais ça m'a donné le temps là, un peu de réfléchir, d'avoir laissé la poussière retomber, de pouvoir avoir plus peut-être un regard un peu plus mûri que juste vraiment là, qu'est-ce qui est dans les premières impressions, là, que normalement là, j'ai à peu près 2 jours pour penser au film. Ça me donne un peu plus la chance, puis en même temps de pouvoir voir comment que le film a performé, puis savoir là, qu'est-ce qu'on pense par la suite, tout ça. Il n'y aura pas grand chose, mais en tout cas on va en parler là, vers la fin du podcast. Fait que le film ouvre avec où ce qu'on est au musée en Grèce, où ce qu'on a récupéré le bâton là, qui avait été cassé là, par Shazam à la toute fin là, de l'autre film. Puis dans le fond là, on a les 2 sœurs Hespera et Calypso que pour une raison ou une autre là, se tiennent pas avec leur sœur pour récupérer là, le bâton. C'est vraiment juste pour nous autres dans le fond là, pour qu'on ne sache pas la révélation un peu plus loin là, dans le film, mais ça n'a aucun sens qu'ils sont pas les 3 sœurs pour aller chercher le bâton. Peut-être parce qu'il est en 2 morceaux, puis chacun peut avoir leur morceau du bâton, là, mais comme j'ai dit, ça n'a aucun sens. Ce qui fait peut-être encore pas de sens aussi, c'est le fait qu'ils rentrent dans le musée puis que personne les a arrêtés pour se rendre là. C'est juste, c'est vraiment quand ils se rendent au bâton, là, où il y a comme le casing puis la vitrine où le bâton est dedans, il y a personne qui a vu genre 2 chevaliers rentrer. Je dis des chevaliers, c'est ce qu'ils ont de l'air un peu là, mais ils n'ont pas passé là, le point d'entrée, ils n'ont pas à quelque part il y aurait eu pas mal plus de monde pour les empêcher là, de se rendre là, mais je comprends pour les besoins de l'histoire qu'on fait ça, mais c'est juste que c'est ça qui m'a passé tout de suite par la tête là, que je me dis ça n'a juste pas de sens qu'on les a laissés passer, on voit pas le visage à rien. C'est comme à quelque part, surtout avec l'air où ce qu'on a même au Québec ou même mondialement, comment qu'il y a des gens qui rentrent à un endroit, puis on a eu il y a quelques mois de ça là, ou quelques années, là, le temps passe vite des fois, là, on a eu quelqu'un là, que je pense que c'était à l'Halloween là, l'année passée où ce que lui il s'est amusé au centre-ville là, avec un sabre. Fait que tu laisses pas rentrer n'importe qui habillé en chevalier là, rentrer là, dans je pense dans un musée, puis avec sachant pas là, c'est qui, puis peut-être ses intentions, mais ça peut-être que je vois trop loin là, mais c'est ça. Fait qu'on a Hespera qui est incarné là, par Helen Mirren et Calypso qui est incarné là, par Lucy Liu. J'ai pas de problème avec les actrices, ils font le job, que ce soit pas mal n'importe qui là, dans le fond dans le film aujourd'hui, tout le monde fait leur travail. J'ai pas vraiment aucun problème avec aucun des acteurs aujourd'hui. C'est juste que ce que je vais dire, pas mal à part peut-être Zachary Levi et l'acteur là, qui fait Fred jeune, là, Jack Dylan Grazer. Je pense que tous les acteurs sont pas mal interchangeables dans tout ce qu'on va avoir aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais là. Je veux dire, je veux juste être certain là. Il y a le magicien là, que aussi là, que je trouve qu'il donne quelque chose là, qui va ressortir du lot, mais sinon tout ce qui est fait d'acteurs aujourd'hui, je pense que ça va être un gros point négatif sur les acteurs, et pas les prestations, mais juste les acteurs à quelque part que sont interchangeables, ils pourraient tous changer de rôle, ça changera pas grand chose, c'est juste la nature là, je pense là, du ton du film, puis en même temps de l'histoire en tant que telle là, c'est sûr que ça va beaucoup être centré là, sur Shazam version adulte, super-héros, et du jeune Fred qui va être pas mal là, le soutien du film. Sinon, c'est ça, d'avoir apporté Helen Mirren comme grosse tête là, d'affiche, je pense que on aurait pu mettre n'importe qui là, à cette place-là. C'est ça qui est vraiment dommage dans tout ça. Il y a quelques scènes où elle peut avoir son talent à elle particulier qui sort, mais c'est tellement peu dans tout le film qu'en bout de ligne, là, ça aurait pu vraiment être n'importe qui, puis ça n'aurait rien changé là, puis que ce soit pareil là, pour Calypso ou pour n'importe qui d'autre.
Alors, l'employé sur place au musée qui est là, l'employé principal qui veut qui essaie là, d'arrêter les deux sœurs, ça a l'air que lui il joue là, dans la série Peacemaker là, qui est le spin-off de le film là, de Suicide Squad par James Gunn. Puis dans le fond là, on va y aller un peu à dire là, en lisant là, que supposément que c'est peut-être son frère jumeau à quelque part là, tout simplement là, dans le fond moi j'ai pas écouté toute la série Peacemaker là, je l'avais écouté là, dans le temps là, que j'ai couvert de Suicide Squad, mais en tout cas on verra bien là, avec ça là, peut-être que je vais rembarquer un peu dans l'univers là, mais quelque part je veux plus savoir où est-ce qu'on s'en va avant là, de commencer à m'investir dans une nouvelle série, surtout pour l'instant là, j'essaie là, de finir là, la série là, Titans en live action qui est l'histoire de Robin là, et un genre là, de autre Justice League là, en tout cas les Titans quoi là, que je trouve quand même pas pire là, mais je suis au travers là, de la deuxième saison là, puis honnêtement là, je trouve ça un petit peu long quelque part là, fait que ma motivation j'ai déjà de la misère à traverser là, cette série là, fait que je sais pas là, si je veux vraiment m'investir là, pour la série là, de Peacemaker, mais je sais que c'est totalement quelque chose de différent, mais en tout cas on parlera de ça là, peut-être là, si on parle là, d'un futur de Suicide Squad. Fait qu'on peut voir là, que Calypso elle a un genre là, de pouvoir où elle va murmurer aux oreilles là, de quelqu'un, puis cette personne-là là, va devoir agir selon qu'est-ce qu'elle a invoqué, puis on voit que là, tous les employés là, de l'endroit vont virer là, possédés, puis dans le fond ils vont passer là, cette genre de possession-là à d'autres personnes, puis dans le fond là, tout va devenir chaotique là, dans le fond ça va se battre à la mort là-dedans, mais ça reste que c'est quand même une scène qui est un peu troublante pareil quand on regarde ça. J'ai pas vu j'ai pas remarqué d'enfant là-dedans, mais ce que je pense qu'il serait logique qu'il y aurait là, mais on y va pas là-dessus. Puis là finalement il va y avoir comme un genre là, de tempête de sable là, qui va comme couvrir toute la salle, puis ils vont devenir tout en statue. J'aime quand même l'idée, je trouvais ça quand même assez bien fait là. Dans tout ce que je vais pouvoir dire là, de soit le positif ou le négatif là, dans le film là, mais je pense que le côté positif là, du film aujourd'hui, c'est que j'ai pas vraiment de problème là, avec tous les effets visuels du film aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose là, qu'on va pouvoir quand même avoir assez apporté. J'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Mis à part peut-être là, les transformations là, les personnages là, quand ils se transforment, quand ils vont invoquer là, Shazam, on dirait que j'ai toujours un petit moment où ce que je vois que la caméra est comme pas à la même place, des affaires de même là, mais pour l'ensemble là, des effets spéciaux, je crois qu'on a quand même assez bien réussi là, parce que c'est quand même un film là, avec beaucoup là, d'effets visuels, puis je pense qu'on a très bien réussi là, pour cet aspect-là. Les deux sœurs vont devoir ultimement là, apporter là, les deux morceaux là, du bâton là, pour les faire ressouder ensemble là. Ils vont devoir l'apporter là, au magicien là, ou le mage, je sais pas comment je vais l'appeler là. Je vais peut-être dire le mage d'ici pour maintenant là, qui est toujours joué là, par Jimon Hunsu, que dans le fond je pense qu'avec lui on peut je pense qu'il était désintégré là, dans le film là, de Shazam le premier là, mais dans le fond là, il est dans un univers alternatif. Je pense qu'on a trouvé une manière là, de le ramener, puis c'est correct là, en tant que tel là, j'ai revisionné très rapidement là, Shazam le premier là, juste pour un peu là, me rafraîchir les idées là, mais je me suis pas vraiment assis pour l'écouter là, j'avais tout simplement pas le temps là, de le réécouter, mais c'est ça, les deux sœurs là, comme ça paraît trop comme un peu on est le deuxième film, on apporte là, des nouveaux personnages qu'eux autres là, dans le fond là, ils veulent détruire la terre ou pour en tout cas, détruire tout le secteur ou n'importe quoi, dans le fond ils veulent juste le mal, tout ça, c'est ça qui est juste un peu plate là, déjà, puis à partir de la première scène c'est ça qu'on voit, on voit les deux sœurs qui sont au musée là, ils chamaillent un peu là, mais en tout cas on sait que dans bout de ligne probablement que ça va apporter là, qu'éventuellement il va y avoir une rupture entre les deux sœurs, puis c'est juste ça, on sent qu'on est déjà là, dans un film là, très standard là, de super-héros, puis dans le fond là, c'est dès là, la scène d'ouverture
quand il va aller voir le mage, le mage va s'arranger quand même là, pour se pogner une écharde sur le bâton, puis c'est à partir là, de ce petit morceau de bâton-là que, dans le fond, là, il va pouvoir réussir à essayer de rentrer en communication avec Shazam pour, dans le fond, là, lui expliquer là, la situation. Shazam, qui est toujours incarné là, par Billy Batson, bien sûr, dans le fond, son alter ego, mais qui est toujours joué là, par Zachary Levi, et que sa version jeune est toujours jouée là, par Asher Angel. Ce qui est plate un peu dans le film aujourd'hui, c'est que on n'aura pas là, Asher Angel. Dans le fond, là, son histoire a été dit là, la dernière fois. Puis dans le film d'aujourd'hui, c'est comme un peu pour qu'on puisse avoir le personnage de Shazam qui est comme la tête d'affiche, on s'entend, mais qu'on peut pas avoir les deux en même temps. Fait que on a comme remplacé là, Asher Angel là, par le personnage de Freddie Freeman pas mal tout le long du film. Là. Dans le fond, c'est pas mal le duo qui vont mener le film, même si plus vers la fin, là, peut-être là, qu'on va tasser un petit peu tranquillement là, Freddie, mais ça reste que c'est quand même plus ces deux-là. Puis même, je dirais que l'histoire elle tourne pas mal plus alentour de Freddy cette fois-là. Ce qui va être peut-être un problème quand en bout de ligne, on veut aller sur le personnage là, de Shazam par la nature du film. Quelque part, le film s'appelle Shazam. Il s'appelle pas Freddy, ou il s'appelle pas Shazam et Freddy. Il s'appelle Shazam. Puis je suis pas en train de dire que je veux pas que les autres personnages apparaissent. C'est juste que j'aurais à quelque part, là, par la nature du film, c'est un film là, qu'on doit suivre Shazam. Là, dans le fond, là, on va rejoindre le personnage où ce qu'il était là, à la fin là, du dernier film, où ce que dans le fond, c'est 5 frères et sœurs adoptifs. Dans le fond, là, on rejoint là, la famille Shazam. Là, ils ont tous le super pouvoir. Puis on va avoir une scène là, où ce qui va se ramasser là, sur un pont qui est en train là, de s'écrouler. On va avoir même le caméo. Là, je l'ai remarqué tout de suite. Dans le fond, là, on avait une secrétaire qui était la secrétaire là, de Thaddeus là, dans le premier film qui a fait un autre rôle. Dans le fond, je me suis dit, c'est quand même assez curieux qu'on a ramené l'actrice qui fait un autre rôle. Puis, dans le fond, c'était pour découvrir que, dans le fond, c'était la femme du réalisateur que, dans le premier film, elle touchait la porte puis elle se faisait désintégrer. Cette fois-là, elle se fait sauver là, par Shazam là, quand elle écoute la chanson là, Holding Out for a Hero là, par Bonnie Tyler. Je suis un petit peu tanné de ça, là, un peu là, ces affaires-là. Là. J'en parle une couple de fois là, au podcast. Là, chaque fois qu'on a une chanson là, qu'on essaie là, de remettre au goût du jour. Je pense qu'on l'avait fait là, que j'ai parlé là, de Black Adam. Là. Je me rappelle pas c'est quoi la chanson. On dirait que c'est une genre de marque de commerce. Là, mais c'est comme là, ça fait une dizaine d'années là, qu'on fait ça, essayer là, de ramener un vieux hit, puis essayer de se dire ça nous remet dans l'ambiance, mais ça ne marche plus là. Je veux dire, c'est comme une idée là, qui est comme un peu trop exploitée là. Puis là c'est ça, à quelque part là, en embarquant là, dans cette scène là, j'aurais peut-être mieux aimé là, qu'on mette peut-être plus de musique, ou que qu'on ait une nouvelle chanson là. Il me semble que c'est ça qui manque un peu là, dans les films aujourd'hui. C'est soit on met un vieux hit là, des années 80, 90 ou peut-être même des 70 pour essayer là, de mettre un genre là, d'entrain. Mais sinon, on essaie là, de mettre une chanson là, genre moderne, mais qui est trop moderne à quelque part, mais qui ne fit pas tout à fait avec le ton du film. Fait que c'est comme on dirait qu'on n'est pas capable là, d'essayer de juste faire une nouvelle tune rock ou une nouvelle tune avec un certain rythme. Mais je sais pas, je comprends pas, je ne comprends pas, je sais pas comment exprimer ça, je peux juste pas comprendre pourquoi que on peut pas approcher un groupe, ça peut être un vieux groupe là, ils peuvent approcher Metallica, ou ils peuvent approcher n'importe quel vieil artiste que dans le fond là, ils veulent leur faire un nouveau hit ou quelque chose de même, qui y rapproche U2, n'importe qui d'autre.
Mais il y a des milliers et des milliers d'artistes qui sont populaires puis qui sont prêts là, à pouvoir avoir une chanson qui soit à l'avant-plan dans un film comme un film aujourd'hui. Là. Fait que, puis il y a ça aussi, puis il y a des affaires là, qui vont passer au travers du film, là, comme on va avoir, quand on va avoir l'introduction propre de Billy Batson, qu'il y a un gilet de Goonies. Puis, tu sais, en fait, je comprends que quelque part, je pense que c'est pour nous les adultes qu'on a grandi avec un film comme Goonies, que dans le fond, là, c'est ben, tu sais, c'est cool, il y a un gilet de Goonies. Sauf que l'autre côté, quand on regarde ça vraiment, il n'y a aucun. Ça n'a pas de sens du tout qu'il y ait un gilet de Goonies. Il est né pas mal après Goonies, que dans le fond, il devrait même pas savoir c'est quoi Goonies si ce n'était pas qu'on y a foutu un gilet de Goonies sur le dos. Puis honnêtement, j'ai réécouté Goonies il y a quelques années. Là. Peut-être qu'il faudrait que je le réécoute pour le podcast, là, mais quand je l'ai réécouté là, il y a peut-être 5-6 ans de ça. Le film a comme vraiment mal vieilli. En tout cas, je veux dire, c'était mon opinion de l'époque. Là. Peut-être que je ne penserais pas ça aujourd'hui, là, mais c'est le genre de film là, qui était bien là, dans la mémoire, qu'il devrait rester juste dans la mémoire. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'un jour je vais le couvrir, là, en tout cas, on verra bien. Mais c'est ça, fait que dans le fond le Shazam son introduction qui est chez un psychologue que dans le fond il va sortir de là assez rapide quelque part là, quand il voit que ça sert à rien qu'il soit au psychologue. C'est comme cette scène là ne sert à rien quelque part si on se pose la question de savoir pourquoi il est au psychologue, quand bout de ligne il cherche la sortie le plus rapidement possible, pourquoi il est allé là en Shazam, tu sais, c'est dans le fond il y a tout ça qui a comme pas rapport à quelque part, c'est juste pour le rapporter puis avoir une genre de séquence drôle. Mais ce que je vais remarquer beaucoup dans toutes les discussions puis toutes les références qu'on va faire au premier film, c'est qu'on va faire tout ce qui est dans notre possible de faire aucune référence à Superman. On va parler de les justiciers qui étaient dans la cafétéria à la fin du premier film. On va parler de Batman une couple de fois, mais jamais de référence à Superman directement. Il n'y a pas du tout aucune référence. Je trouve ça plate un peu que dans le fond on est en train un peu de réécrire le premier film. Encore une prise contre le film. Là. C'est pas très lourd, mais l'autre côté, c'est juste que ça sent administratif, qu'on veut s'en aller vers une nouvelle direction. Puis qu'on laisse en arrière là, le premier film. Mais quand je suis allé voir le film avec mon garçon, lui, ça y a passé carrément par-dessus la tête. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, c'est plus le client cible du film, puis ça y a passé par-dessus la tête. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas très grave en tant que tel, mais, tu sais, moi, je veux dire, je l'ai remarqué tout de suite, là, que, tu sais, tout ne semblait pas, là, marcher. Mais, tu sais, mon garçon a vu le film, là, quand même beaucoup plus souvent que moi, là, tu sais, je veux dire, dans le fond, il aime beaucoup le premier film, mais c'est ça, tu sais, il est passé à côté là, de ce détail-là. On peut juste dire que peut-être que Gunn et Safran, ils doivent être contents qu'ils ont réussi là, sur cet aspect-là, mais je veux pas prendre de jam nécessairement là, gratuit là, à Gunn et à Safran, mais c'est juste que juste faire ça de même, c'est juste comme à quelque part, on donne pas la chance au film. On essaie là, de tout s'arranger là, pour que ça marche pas. Là. Fait qu'on a toute la scène là, sur le pont que finalement ben, le pont va finalement s'écrouler. Là. On a eu l'introduction là, de tous les super-héros là, qui reviennent là, de la dernière fois. Ce qu'on va remarquer, là, c'est que tous les acteurs reviennent là, dans leur version enfant et la version adulte, mis à part Mary, que c'est la même actrice là, jeune et en super-héros. Mais c'est ça, à quelque part, ce qui est quand même la suite du dernier film où ce qu'on avait mis en place, que c'était rendu là, 6 Shazam, ben qu'en bout de ligne, on a peut-être trop d'acteurs ou on a trop de personnages. C'est ça un petit peu le problème déjà en partant, c'est qu'on a trop de super-héros, puis genre de gérer ça, c'est quelque chose là, qui pourrait être problématique. Sauf que, ironiquement, je pense que c'est la meilleure manière qu'on a faite, comme on a établi que c'est ça qu'on allait faire dans le film aujourd'hui, qu'on allait tout changer, puis c'est correct à quelque part, faut pas refaire le premier film. C'est juste que c'est un problème qu'on a créé, ben c'est un problème en guillemets là. C'est que c'est juste la
la peur là, de perdre notre Shazam qu'on connaît depuis le premier film. Puis ça va être un problème sur le fait que peut-être le spotlight là, va être sur le personnage là, de Freddy. Ben tu sais, tous les autres là, Eugene, Darla, Pedro, puis même Mary, que je pensais à un certain point qu'elle est peut-être un petit peu plus importante. Tu sais, elle a un peu plus de scène au début. Tu sais, on comprend qu'elle va au cégep, puis le collège là, puis que tu sais, dans le fond là, elle va évoluer, tu sais, qu'elle veut avoir une carrière là, dans quelque chose d'autre là, en droit ou quelque chose de même là, mais que qu'éventuellement ben ces personnages là sont pas mal tassés. Ils ont comme un petit peu des petites scènes pour les voir, mais sinon ils sont vraiment en support. Ils ont pas vraiment là, d'importance au film. J'aime quand même l'idée là, qu'ils sont référés là, comme les fiascos là, de Philadelphie, qu'en bout de ligne ne sont pas capables là, de totalement se gérer, là, ou qu'ils veulent tout essayer quelque chose de différent, mais qu'en bout de ligne, ben, ça marche pas parce qu'ils essaient juste là, de tout faire. Dans le fond, il manque là, pas mal là, de gérance ou de direction. Mais c'est ce que Shazam essaie de faire avec sa famille. Puis ils ont toujours là, des réunions là, à la suite là, pour dire qu'est-ce qui se passe là, mais c'est ça, on voit que les personnages là, dans le fond là, ils veulent faire autre chose. J'adore la machine de Mortal Kombat qui est en arrière. Mais quelque part, j'ai vraiment aucune idée pourquoi eux autres se ramasseraient là, avec une machine d'arcade de Mortal Kombat 2. Pourtant, ben, en tout cas, j'en ai eu de moi-même, là, mais en tout cas, ça c'est autre chose. Je ferme la parenthèse que j'ai jamais dit que j'ai ouvert, là, mais c'est ça. Fait que, à quelque part, Shazam, il va aller souper avec Wonder Woman. J'aime beaucoup le fait qu'on nous niaise comme dans le premier film qu'on avait fait avec Superman, que dans le fond il montrait jamais le visage, puis on voyait tout le temps juste tout le torse, puis tout plus bas que la tête. Fait que on va jouer beaucoup avec ça avec Wonder Woman, puis lorsque on a une chance de peut-être voir son visage, on n'entend même pas de voix, rien du tout. Ben une fois qu'on voit son visage, ben finalement là, c'est Jimon Hansu qui est là. Puis je veux dire, dans le fond, je pense que c'est la scène la plus troublante là, dans tout le film, c'est voir là, comme le corps de Gal Gadot. Je sais pas si c'est vraiment elle, ça semble être elle, mais dans le fond, ils ont pu prendre un autre mannequin là, qui a pas mal un peu son corps. Puis on a la tête là, de Jimon Hansu là, qui est dessus. Là, en tout cas, je veux dire, c'est vraiment une scène là, qui est c'est vraiment troublant quelque part. Mais par le fait même, je pense que c'est la scène que j'aime le plus dans tout le film. Je pense que c'est la scène qui va plus me marquer à chaque fois que j'ai repassé au film. Là, je pense que c'est la scène qui m'a marqué le plus. Mais là-dedans, ben, ce que le mage va expliquer, là, c'est que le fait d'avoir brisé le bâton là, dans le premier film, ben, ça allait ouvrir là, toutes les portes là, pour les barrières là, de tous les mondes. Fait que c'est un peu tout ça où ce que ça a libéré là, les sœurs, puis tout ça dans le fond là, ce qui s'amène là, à toute la problématique là, la situation là, du film. Ce qui va être assez ironique là-dedans, c'est que dans le fond on a l'histoire de Shazam qui essaie là, d'avoir quelque chose avec Wonder Woman, puis que finalement ben, ça marchera pas là, d'ici la fin du film là, où ce qu'elle va toujours le traiter là, d'enfant ou de gamin là, ben on a une histoire un peu parallèle où on va voir l'introduction là, de Anthea qui est la troisième sœur de la fille là, de Atlas, qu'elle va rencontrer Fred, puis on va savoir très clairement là, que Anthea elle a plus de 6000 ans, puis que dans le fond elle va tomber sous le charme de peut-être un jeune adulte ou un fin d'adolescence là, l'âge exact là, on ne sait pas tout à fait, mais ça tourne à l'entour du 18 ans là, mais en tout cas c'est de l'autre côté, en tout cas moi j'ai un petit peu de la misère à comprendre un peu là, comment que quelqu'un qui a cet âge là ou quelqu'un qui a plus de 100 ans, 200 ans ou quelque chose de même. Là, c'est peut-être apporté là, dans l'idée là, que j'ai vu le film Highlander puis ses nombreuses suites où est-ce que j'ai un peu de la misère à comprendre là, comment que quelqu'un peut vraiment retomber en amour avec quelqu'un après
après toutes des centaines d'années, là, après savoir fait briser le cœur, j'ai comme un petit peu de la misère à comprendre ça. C'est un peu ce film-là de Highlander, là, je sais pas lequel dans tout ça, mais que les personnages peuvent éventuellement retomber en amour, puis dans le fond que ces personnages-là voient leur douce moitié vieillir et mourir, et après ça revenir à la charge dans une nouvelle relation. J'ai un petit peu de la misère à croire un peu cette idée-là, mais encore une fois, je pense que qu'est-ce que je dis depuis le début du podcast, peut-être que je vois un petit peu trop loin. On va nous réintroduire aussi aux deux frères qui étaient délinquants dans le dernier film, Brett et Burke, que dans le fond, où ce que Fred va être sauvé comme par le professeur qui va venir dans le fond à son secours en guillemets, juste en se pointant. On nous replace un peu dans l'univers de qu'est-ce qui se passe à l'école, puis c'est correct à quelque part. On n'avait pas nécessairement besoin d'avoir le professeur. Dans le fond, on peut voir que le professeur est comme un peu du côté à Fred, peut-être, ou en tout cas, c'est le fait qu'il l'a suivi sur le toit de la bâtisse. Est-ce que c'est un genre de traqueur, ou en tout cas, genre, en tout cas, je veux pas penser sur cette lignée-là, mais à quelque part, on veut placer ce prof-là comme une bonne personne, puis dans le fond, ça va juste au moins savoir c'est qui va tomber sous le sortilège de Calypso, puis que finalement, il va se tirer en bas de l'école. En tout cas, on va savoir c'est qui. Mais c'est ça, à quelque part, Anthea, elle tombe tout de suite sous le charme de Fred, puis en bout de ligne, elle veut savoir comment que lui a rencontré les champions. Dans le fond, on parle d'autres choses, on parle dans le fond de la Ligue des Justiciers, mais quelque part où ce qui est capable de rencontrer tous les champions, en tout cas on les appelle les champions, dans le fond, la famille Shazam. Parenthèse de même, j'ai quand même fait une recherche juste pour être sûr, parce que en bout de ligne, je connais pas vraiment toute la famille Shazam, mais tous ces personnages-là existaient quand même sur la page. On avait créé ces personnages-là en tant que comique. C'est sûr que c'était à l'époque où ils s'appelaient tous Marvel, c'était le Captain Marvel Junior, puis les affaires de même, c'était Fred Marvel, c'était Mary Marvel. Puis là, on les a adaptés depuis 2012, je pense, où on a tout renommé ces personnages-là. Mais au moins, ils existaient. Puis dans le fond, les apparences sont assez fidèles à la manière qui était décrite dans les pages de DC dans les années 40. Alors, finalement, éventuellement, Anthea va amener Fred sur le toit de l'école pour essayer de trouver une manière de le faire appeler un des champions. Puis, dans le fond, elle a réalisé que c'était le même personnage, dans le fond, que c'était Fred, dans le fond, qui utilisait cette magie-là. Puis là, c'est là qu'on a la révélation, éventuellement, que c'est la troisième sœur, en même temps que de l'autre côté, on a notre équipe qui servent d'un crayon magique qui s'appelle Steve, que lui, dans le fond, il est capable d'écrire tout ce qui se passe, puis que toute la révélation se fait en même temps. C'est sûr que, j'avoue, la première fois que j'écoutais le film, où ce que le Captain Every Power, qui veut s'appeler, lui, il va arriver, puis il va dire qu'il a rencontré Fred au Comic-Con, puis que Anthea va répondre à dire c'est quoi Comic-Con, puis ça coupe, puis c'est là que je me suis dit c'est quand même assez étrange qu'elle sait pas c'est quoi le Comic-Con. Mais, on a Shazam qui arrive et il découvre que la troisième fille de Atlas s'appelle Anthea. Puis là, il fait comme la déduction qu'elle s'appelle Anne. Puis, à quelque part, c'est quoi? Je veux dire, c'est comme s'il y a juste une personne qui s'appelle Anne dans toute Philadelphie, à quelque part, puis dans tout le monde. Là, je veux dire, je connais plusieurs personnes qui s'appellent Anne. Puis là, tout d'un coup, lui, il fait le lien que Anne, c'est l'ami
à Fred et il va partir là, super rapide là, pour aller secourir Fred. Que Fred, dans le fond, lui, il va avoir tout perdu là, ses pouvoirs là, à cause là, dans le fond là, du bâton. Ben, on est capable là, d'enlever le pouvoir là, de Shazam que Fred avait. Fait que lui perd ses pouvoirs. Je trouve ça quand même correct à quelque part que tranquillement là, on enlève les pouvoirs là, de tous nos Shazam, puis que on va jamais perdre les pouvoirs là, à Shazam. Ben, à Billy Batson, là, lui va jamais perdre ses pouvoirs. Je pense que ça va quand même apporter le fait que c'est comme le personnage principal, puis c'est lui qui doit pas perdre ses pouvoirs. Ben, ça commence tout de suite avec Fred. Je pense qu'il va les récupérer un peu plus loin, mais il va s'en reperdre par la suite. Autant qu'il y a des affaires là, que j'étais comme surpris de voir là, le fait là, du Wonder Wizard là, un peu plus tôt là, où on avait là, le mage là, la tête du mage là, sur Wonder Woman, que dans le fond il m'a pris par surprise. Quand les trois sœurs vont jouer à Tetris avec toute la ville, puis que dans le fond Shazam va s'en venir à toute vitesse, ben on voyait ça toutes ces séquences là, c'est comme on voyait ça arriver, où dans le fond il allait être repoussé. Puis, il essaie de nous montrer qu'il est capable d'éviter là, tout le replacement là, des bâtisses. Mais, on sait bien qu'il va se faire coincer. Puis, c'est comme un petit peu trop prévisible. C'est là que les sœurs, dans le fond, là, vont créer comme un dôme alentour de toute la ville, que dans le fond, tout le monde va être coincé à l'intérieur, mais que, dans le fond, là, notre famille Shazam a des portes de sortie en allant là, dans leur local. Mais c'est ça, dans le fond, là, ils vont emprisonner Fred, puis dans le fond, là, c'est Fred qui va rencontrer là, le mage. Eux autres, dans le fond, là, on va savoir un peu l'histoire là, de comment là, se sortir de là. Comme je dis, il y a trop d'emphase peut-être là, sur le personnage là, de Fred. Ça devait être le personnage là, de Billy Batson qui se ramasse là. Qui dans le fond, que c'est lui qui a comme une réunion avec le personnage, là, avec le mage. C'est ça qui devait être, pas Fred. Peut-être qu'on aurait dû faire l'inverse de qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Peut-être que justement ça devait être toutes les autres qui gardent le pouvoir de Shazam et que ça soit seulement Billy Batson qui perd tous ses pouvoirs pour le film d'aujourd'hui et qu'il y a son cheminement là, à redevenir là, le personnage de Shazam qui doivent comme tout accepter tout ça. Je pense que ça aurait été le meilleur choix, mais là tout d'un coup on part avec Fred. L'acteur en tant que tel là, depuis le dernier film n'a pas fait grand chose. Il a fait beaucoup là, de voice-over. Là. Il va avoir joué là, dans quelques productions là, de DC. Il va avoir joué là, dans la suite de Hit, que dans le fond, là, qui avait été déjà filmé, là, je pense à l'époque. Là, mais en tout cas, il faisait partie du premier film. Mais c'est ça, à quelque part, on met trop là, d'emphase là, sur le personnage de Fred. Peut-être que selon les sondages, c'était peut-être un des personnages qui avait bien été aimé plutôt là, par le public, mais ça reste que c'est pas son film. Fait que les champions vont utiliser Steve pour écrire une lettre pour envoyer aux sœurs, pour dans le fond là, provoquer une rencontre pour essayer là, de libérer Fred. Puis ça va faire quand même, c'est un peu là, je pense que ça peut servir à avoir Helen Mirren qui est là pour la séquence, mais je pense que pas mal n'importe quelle actrice aurait pu quand même tenir tête là, à Zachary Levi, mais tu sais, c'est tout un petit peu là, des textes là, un petit peu pour rire ou avoir là, des petits sourires. Puis ça passe correct. C'est ça un petit peu le défaut du film, là, comme j'ai dit. Là, c'est pas Helen Mirren puis sa présence là, qui fait que c'est une bonne séquence. C'est tout ce qui est alentour dans le fond. Là, mais c'est ça. Ça fait que on va avoir un combat là, contre Espera et Calypso. Là, une petite bataille où ils vont se battre là, dans le fond de l'école, ou je sais pas trop où ils se ramassent là, dans une genre là, de petite usine. Puis ils vont réussir à emprisonner là, de leur côté Espera, mais à quelque part Espera, elle, ce qu'elle voulait c'était ça, pour se ramasser là, dans les locaux de la famille Shazam et pouvoir voler une pomme que comme par hasard Shazam se
qu'il a trouvé. En tout cas, j'ai aucune idée, là, même à ma deuxième écoute, là, j'ai essayé là, de savoir où ce que ça venait, là, cette pomme, mais en tout cas, je l'ai manqué. C'est juste qu'elle se trouvait sur le bureau, puis il va jouer avec, puis il va la laisser sur le bureau, puis quand Aspera, elle va se sauver, ben, elle va trouver la pomme en question. Puis, tu sais, dans le fond, vous pouvez voir, là, c'était une pomme bleue, c'était étrange, mais que finalement, ben, c'est comme la pomme de la vie, là. Puis, à partir là, de cette pomme-là, ben, tu sais, ils vont pouvoir éventuellement là, faire repousser un arbre, puis dans le fond, là, ça va amener là, pas mal là, pour la conclusion du film. Là, ben, c'est ça, tu sais, on a Fred et le mage, là, qui, eux autres, là, ils font leur cheminement, puis qu'ils ont comme trouvé la porte pour pouvoir sortir de là, mais que dans le fond, Aspera sort de là, ils vont essayer là, autant que possible là, d'essayer là, de sortir de là, mais en même temps là, de les renverser. Puis c'est là que dans le fond Shazam, lui, avec l'aide de ses frères et sœurs, ben finalement va avoir retrouvé là, la porte là, parmi là, tous les milliers là, de monde, ben il va avoir retrouvé là, le chemin pour retrouver là, les trois sœurs. Là-dedans, ben, on a pu savoir quand même là, que dans les trois sœurs, ben, Anthea est toujours sur le côté du roi chemin de la justice, si on peut dire ça de même, que quelque part, c'est peut-être juste le fait là, aussi là, qu'elle a été charmée là, par le jeune Fred. T'sais, honnêtement, là, la chimie entre les trois personnages, les trois sœurs, je sais pas si ça marche tout à fait. Là, ils ont tellement de temps de vécu entre les trois. C'est sûr qu'ils sont des stéréotypes là, de déesses grecques. Là, c'est juste que ils sont qu'est-ce qu'ils sont. Mais c'est comme trop, là, trop évident là, de comment que ça va aller. Là. C'est sûr et certain là, qu'Anthea va jamais embarquer là, dans le plan. C'est sûr et certain là, qu'Espera là, va se faire ramasser par Calypso, là, ce qui arrive plus tard dans le film, mais c'est ça, c'est trop prévisible. Alors Calypso va summoner, là, il y a un genre là, de dragon là, qui est dans le sol là, de leur temple, puis dans le fond, là, qui vont partir à la poursuite là, de toute notre famille, que notre famille, elle va savoir réunie là, avec les parents adoptifs en sortant de la maison, puis dans le fond, ils vont leur dire là, que finalement, ben, c'est eux autres là, le fiasco là, de Philadelphie. Puis, tu sais, encore pour rajouter des personnages, il y a trop de personnages, tout simplement. Puis, tu sais, pour mettre ça clair, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'il y a trop de personnages. À quelque part, je sais pas où donner la tête. Mais éventuellement, ben, Calypso là, va embarquer là, sur le dragon. Là. Je vais l'appeler Smaug. Là, dans le fond, là, c'est une version là, moderne là, d'un dragon que j'aime beaucoup. Là. Je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Là, chaque fois qu'on le voit à l'écran, là, que ce soit même dans les cavernes, là, où on le voit juste avec ses yeux, puis on voit juste la silhouette, ou carrément en plein jour. Là, j'adore beaucoup là, la manière là, qu'on a créé là, le dragon là, pour le film aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir un dragon, peut-être là, que dans les histoires là, de Shazam, je suis certain qu'il doit avoir un dragon à quelque part, mais en tout cas, j'aime quand même là, toute cette idée absurde carrément là, d'avoir un dragon, mais je trouve qu'il est très bien apporté à l'écran. Puis sinon, ben, juste d'avoir Calypso, comme dans tous les films là, que ce soit Marvel ou même de DC qu'on a vu à quelques fois, d'avoir un super dieu à quelque part où ce que dans le fond est capable de faire plusieurs tours de magie puis de pouvoir influencer tout, ben d'avoir Calypso qui est sur le dragon, ben ça donne un petit peu plus de réalisme là, on s'entend là, mais que à quelque part le personnage au moins il y a quelque chose qui crache du feu, puis que c'est pas toujours de la magie, puis quelque part là, que c'est le bâton qui fait toute la magie. Ça donne un petit peu plus de réalité sur le fait que c'est le dragon qui crache, qui fait le dommage, puis c'est pas toujours en train là, d'incanter là, des dieux, puis toutes des affaires de même là, pour faire le dommage, comme qu'on voit là, souvent là, dans tous les films de super-héros là, qu'on a là, depuis une vingtaine d'années. Donc, Calypso va planter l'arbre que la pomme que Espera elle a apporté, puis dans le fond là, ça va faire pousser un arbre, mais que dans le fond c'est pas le bon royaume là, pour pousser
cet arbre-là. Fait que je sais pas si on doit appeler ça l'arbre de la vie, quelque chose de même. Là. Elle va le poser là, dans un stade de baseball, puis dans le fond, là, ça va tout s'élargir là, sur vraiment une bonne distance. Puis dans le fond, il n'y a pas de fruits dans l'arbre, mais sauf qu'il y a des quand même là, des genres de cocons où il va y avoir des créatures de mythes grecs ou je sais pas trop quoi exactement, là, qu'est-ce qui va sortir de là. On a genre des trolls, on a toutes sortes de créatures que je pense que ça vient tout des mythes grecs, là, mais je n'ai pas vraiment recherché là-dessus. Éventuellement, ça va amener à le fait que on doit amener une licorne pour pouvoir tuer toutes ces créatures-là. Je sais pas si c'est moi, mais il me semble que j'ai vu ça dernièrement, là, que des licornes sont jamais gentilles. C'est pas un animal là, qui est autant gentil. J'ai vu ça quelque part, je suis pas capable là, de remettre le doigt là-dessus. Peut-être pour le podcast, peut-être pas pour le podcast. Mais tu sais que dans le fond, là, que c'est bien beau une licorne, mais que c'est très dangereux comme animal. Mais c'est peut-être là, le moment là, pour donner quelque chose à Darla à faire, c'est que elle se promène avec des Skittles tout le temps, puis que dans le fond c'est plus que c'est multicouleur, ça fait comme un arc-en-ciel, puis ça va pouvoir réussir là, à domestiquer là, la licorne. C'est complètement ridicule. Je l'achète pour le film d'aujourd'hui parce que tu sais dans le fond on l'établit assez bien que tu sais dans le fond il y a le ridicule, c'est ce que le film fait. Fait que tu sais j'ai pas de problème avec ça. Tu sais je veux juste quand même mettre ça au clair. Puis, tu sais, j'apporte quand même le point que depuis le début du film, là, la manière qu'on apporte le film, tu sais, je le prends pas au sérieux. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis, tu sais, on nous le martèle quand même là, que, tu sais, si tu prends le film au sérieux aujourd'hui, tu n'embarqueras pas dans la game. Fait que toute la famille Shazam, là, ils ont tous perdu le pouvoir. On a une scène là, avec le mage et Shazam, là, que, tu sais, dans le fond, là, depuis leur première rencontre, là, où ce qu'on avait eu le Wonder Wizard, puis la scène là dans le fond là, on va faire là, la boucle que finalement le mage au début il était pas il savait que c'était probablement pas là, la bonne personne là, pour avoir pris là, les pouvoirs de Shazam, mais que finalement là, il arrive avec l'idée que finalement c'était la meilleure personne qui devait prendre le personnage, puis dans le fond on voyait ça arriver là, à 100 000 à l'heure. Mais c'est ça, quelque part, c'est là où, dans le fond, Shazam là, va s'aligner là, pour pouvoir sauver là, toute la ville de Philadelphie. On va avoir une petite dernière scène pour avoir l'acteur là, jeune, là, Asher Angel, que dans le fond, la mère de famille, elle va demander là, à ce que Shazam là, se reconvertisse en enfant là, avant qu'il parte là, pour sa dernière bataille. Mais tu sais, c'est ça, à quelque part, ça me fait juste dire que c'est vrai, il y a sa version enfant qu'une fois de temps en temps, il faudrait voir dans ce film-là, juste pour dire que des fois, c'est le même personnage. Puis, dans le fond, je pense que l'acteur doit être là dans 3 scènes là, dans tout le film. T'sais, en repensant à tout ça, peut-être qu'on aurait dû avoir les scènes de récapitulation, ça aurait dû être les versions jeunes de les personnages et non les versions adultes, que ça aurait comme un peu remis un peu le sens de perspective avec les personnages, puis dans le fond qui ont d'autres choses à faire, tandis que là on a juste mis la version là, de Zachary Levi là, tout le temps, puis dans le fond on se sent quasiment étranger là, avec le jeune Billy Batson. On a le combat là, final entre Shazam et Smaug. On a Smaug que lui, dans le fond, il a attaqué là, Hetero, qu'on n'était pas sûr s'il l'avait tué ou pas. Mais Shazam va quand même aller retrouver Hetero, que dans le fond, là, qui a été transpercé là, par la queue de Smaug, mais est encore vivante. Dans tout ça, il a fallu que je le vérifie par la suite là, parce que j'ai pas vu le matériel source. Là. Ben, le matériel là, qu'il avait sorti là, dans la série télé de Shazam là, ou de Captain Marvel dans les années 70. Mais on a un caméo de Michael Gray qui lui avait incarné là, le personnage de Billy Batson. On lui fait un caméo. Ça sentait le caméo. Là, je savais pas c'était qui, là, mais c'est ça. Je vous le dis juste de même. Là.
Mais c'est ça, on a le combat entre Smaug et Shazam. Puis, dans le fond, il va brûler Shazam. Puis, je sais pas si c'est un genre de clin d'œil ou pas. Là. En tout cas, je pense pas qu'on voulait vraiment faire ça. Mais on dirait que plus le combat avance, plus Shazam se fait brûler. Puis, plus il ressemble à Black Adam. Sa soute, elle devient de plus en plus noire, dans le fond. Je pense pas que nécessairement ça veut dire qu'il devient le Black Adam, mais c'est ou l'anti-héros, quelque chose de même, là, mais à quelque part, je trouvais juste ça un petit peu curieux. Pareil, pourquoi il devient tout le temps plus en plus noir. Puis c'est pourtant là, c'est comme quelque part, s'il y aurait eu vraiment une rivalité entre Black Adam et Shazam, ce qu'on aurait peut-être dû avoir comme film aujourd'hui, là, c'est ça qu'on aurait dû mettre. Là, on aurait dû garder ce visuel-là pas mal pour le prochain film, tant qu'à moi, où ce qu'on pourrait peut-être avoir une rivalité entre les deux. Là. Mais c'est ça. Fait que l'alliance entre Tetera, l'idée là, c'était de ramener là, les deux au stade où ce que l'arbre a été poussé, puis que finalement que Shazam va se faire le sacrifice ultime. Puis là-dedans, c'est ça, on va avoir juste un petit moment là, de repos là, avant que finalement là, il fasse le sacrifice ultime, où ce que Shazam là, va faire comme ses adieux. Ça rappelle beaucoup la fin là, de Batman vs Superman, où ce qu'on avait Superman là, qu'il y avait là, la lance. Shazam lui il va avoir le bâton comme pour tuer là, le Smaug et tout annuler là, tout ce qui était les sortilèges dans le fond dans tout ça. Fait que ça me faisait vraiment penser là, à Batman vs Superman. Je pense qu'on voulait quasiment faire un genre de clin d'œil. J'ai comme vraiment là, cette impression là. C'est sûr que une fois que Shazam meurt, je me dis, je veux dire, on va pas laisser ça sur cette note-là, là, ça me surprendrait bien gros. J'avais vu un peu là, un genre de spoiler que Gal Gadot allait apparaître dans le film. J'ai essayé de l'éviter autant que possible. Puis je me suis dit c'est-tu dans le The Flash ou c'est dans le film aujourd'hui? J'avais essayé là, de laisser ça comme pensée là, en dehors de ma tête. Ça a quand même marché un peu là, pour quand même un bout du film. Évidemment, je savais bien que quand on parlait de Dieu, je me suis dit c'est ça va être Wonder Woman qui va apparaître à la toute fin. Puis c'est vraiment Gal Gadot qui apparaît là, pour sauver là, Shazam à quelque part, pour le ressusciter à quelque part. C'est un peu une tricherie tant qu'à moi, mais je suis capable de l'accepter dans le film qu'on a aujourd'hui. C'est pas trop lourd, c'est correct à quelque part. On va voir un genre d'épilogue là, sur l'histoire, là, le film là, où dans le fond là, toute la famille va être réunie. On a su pendant tout le film là, en bout de ligne, il y avait la thématique là, que Billy Batson allait avoir 18 ans un peu plus tard, puis que finalement il allait peut-être être mis en dehors de la maison. On nous avait apporté l'idée que les parents avaient finalement acheté la maison, que dans le fond, pour pas avoir vraiment là, de problèmes financiers à garder les enfants à la maison. Puis là, dans le fond, tout finit bien là-dessus. Chose que j'ai trouvé quand même assez drôle, où dans le fond, quand j'écoutais le film avec mon garçon, ça cogne à la porte et finalement, c'est le mage qui revient, dans le fond, là, pour dire que dans le fond, il a coupé sa barbe, puis dans le fond, là, il est là, un petit peu là, pour partir une nouvelle aventure, que dans le fond, il essaie là, de voir évoluer. J'ai comme trouvé ça un petit peu le retour. Là, tantôt, là, j'ai parlé là, de la machine de Mortal Kombat 2 qui apparaissait là, dans l'arrière-plan là, les locaux de la famille Shazam. C'est comme aussitôt qu'on voyait de côté, moi et mon gars, on s'est regardé puis on s'est dit, hey, c'est Kung Lao qui arrive. Encore une parenthèse que je ferme, que j'ai pas dit que j'ai ouvert. Parce que ce personnage-là a comme un chapeau vraiment droit. Là, en tout cas, juste le côté, je me suis dit, si on en revient à ça, c'est sûr évident là, que ça c'est pas qu'il n'y aura pas de caméo là, de Mortal Kombat. Là, c'était pas assez de l'avant-plan, mais comme vous savez au podcast, là, quand il y a quelque chose de Mortal Kombat qui apparaît, j'aime bien là, pouvoir en parler. Là. Mais c'est ça, fait que ça termine pas mal de même. Dans le fond, il y a
2 scènes post-génériques où on a le retour là, de Mark Strong, qui était le personnage là, de Thaddeus dans le premier film, que dans le fond, on nous avait promis peut-être une suite dans le film d'aujourd'hui, là, mais la chenille là, qui dans le fond là, dit qu'elle allait avoir une suite aux choses, elle apparaît puis elle dit là, que finalement ça va être pour le prochain film, puis c'est correct que quelque part ça serait le fun que ce troisième film là se matérialise, mais à quelque part qu'est-ce qu'on ferait avec Black Adam aussi, là je parle juste en supposition que tout va bien, qu'on est dans un monde rose puis qu'on parle d'une prochaine suite, puis à quelque part on n'a pas fait là, cette fameuse suite là, dans le fond on nous a comme menti à la fin là, du film original, puis on a une autre scène aussi là, qui parle là, de recrutement là, de la Justice Society, qui a un lien avec le film de Black Adam où ce qu'on avait eu la Justice Society, qui est comme avec des personnages de Peacemaker d'après ce que je peux comprendre là. J'ai pas revisité non plus le film de Black Adam là, depuis que je l'ai vu au cinéma là. Mais c'est ça à quelque part, ça a l'air que dans le fond là, The Rock aurait comme aussi là, joué dans les cartes là-dedans pour dans le fond là, un peu tronquer là, dans la production là. Cette scène-là a failli pas arriver là. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage à quelque part de tout ce qui s'est passé là, dans ces situations-là. En tant que tel, là, dans mon livre à moi, là, c'est Shazam là, qui devrait là, continuer. Là, si mettons entre Black Adam et Shazam, ça devrait être le côté là, de Shazam là, qu'on continue avec. Black Adam devrait faire partie de Shazam et non l'inverse où les deux séparés. Alors en conclusion, c'est un film que, si vous avez aimé le premier Shazam, c'est pas mal dans la même lignée. C'est qu'est-ce qu'on a construit là, dans le premier film, puis dans le fond, on continue qu'est-ce qu'on a établi. Je pense que ça manque un petit peu d'âme, à quelque part. Ça manque un petit peu là, cette étincelle-là qui était sur le film original. C'est pas un film que j'ai endossé pleinement là, la dernière fois, en tant que tel, là, je pense que j'y avais donné un jaune. Je lui ai donné un jaune, mais encore peut-être un jaune avec un petit peu de rouge, peut-être un peu plus là, que le dernier film, mais c'est sûr que si mettons vous êtes bien vendu là, par l'idée de Shazam, ça va être plus comme la continuité là, même si le côté scénario là, c'est vraiment pas la même affaire que le dernier film, mais il manque quelque chose, ça pue la suite parce qu'on voulait faire la suite. Je pense qu'honnêtement, je pense que juste le film tout seul, le film original se tient tout seul, puis c'est ça que ça devrait être. Le film d'aujourd'hui était de trop. Je pense que, comme j'ai dit, peut-être qu'on avait trop de personnages. On s'éparpille un peu trop, puis quelque part, je pense qu'on aurait dû vraiment là, essayer là, de tasser les personnages, vraiment se concentrer là, sur le personnage là, de Billy Batson. Peut-être même l'acteur, le jeune garçon, qui en aurait pas eu là, Shazam pendant une bonne partie du film. Je pense qu'on aurait pu faire un film beaucoup plus fort, mais à quelque part, c'est un problème là, de la Warner, où que, dans le fond, ils font un film, puis on dirait qu'ils regardent qu'est-ce qui a marché dans le premier film, puis ils font des sondages, puis hop, ok, Fred est un personnage populaire dans le premier film, fait que tu sais, on va le mettre de l'avant-plan. Il manquait de Shazam, puis ça, il me semble que je suis d'accord avec ça, qu'on va en mettre plus, on va essayer là, de tout concilier ça ensemble, mais ça ne marche pas tout à fait là, à 100%. Il manque de Shazam quand même, je trouve que tu sais, il est trop éclipsé là, par tout le restant de ce qui se passe alentour. Quelque part, on aurait dû essayer là, de carrément abolir toutes les autres qui sont partis à quelque part de la maison, qui reviennent pour la fin du film, mais que qu'ils soient pas une partie là, intégrale du film. Puis je pense qu'on aurait pu avoir peut-être un film un peu plus solide, mais en tant que tel, j'ai pas, à part de tout ça, en fait là, de la direction puis de temps d'écran, il n'y a pas grand chose d'autre que j'ai de problème avec le film, mais sauf que c'est
ces choses-là pèsent très lourd sur le film. Puis, tu sais, c'est pour ça que je peux pas en arriver là, puis endosser le film pleinement. Puis en même temps, ben, tu sais, comme le film original, c'était pas un film qui était pour moi. Puis, c'est juste que j'ai passé un peu là, cette étape-là. Que c'est peut-être un peu trop léger pour moi, quelque part. Peut-être que je veux ça un peu plus sombre. Peut-être que j'aime mieux Zack Snyder que qu'est-ce qu'on va peut-être avoir là, avec James Gunn. Qui sait, c'est ce qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. Mais honnêtement, comme j'ai dit un peu au début du podcast, je suis pas nécessairement fermé à un univers plus optimiste. Puis je cherche pas là, à ce que ça soit tout le temps sombre. Dans le fond, je suis bien content là, qu'on s'en va dans une nouvelle direction. Puis quelque chose que peut-être qui va être plus consistant. Sauf que le problème que j'ai vraiment là, pour conclure pas mal tout là, dans le podcast au complet, puis la conversation, j'ai commencé en début en parlant là, de qu'est-ce qui se passe avec l'univers de DC, c'est que j'ai pas confiance que la Warner va donner la carte blanche à James Gunn et à Peter Safran pour plusieurs années. À quelque part, je suis certain qu'ils vont lui donner carte blanche pour commencer, pour peut-être 2-3 films, puis à quelque part, ben tout d'un coup, on va commencer à lui dire, ben là, peut-être que, tu sais, on va commencer à s'ajuster avec telle affaire, puis, tu sais, dans le fond, là, il va peut-être avoir un retour d'Henry Cavill, puis on va faire un multiverse, puis, tu sais, à quelque part, ils vont commencer à s'implanter, puis dans le fond, ils vont donner de moins en moins de contrôle à James Gunn et à Peter Safran, comme qu'ils ont pas mal tout le temps fait. Puis c'est ça, à quelque part, c'est l'interférence là, de Warner Brothers qui sont pas capables de juste signer les chèques puis laisser les gens faire leur travail. Puis c'est pas mal ça, là, tout le temps, la déchéance des films de DC. Ce qui, dans le fond, là, que je trouve vraiment dommage. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode de DC, ça va être The Flash là, qui va sortir dans quelques mois, que j'ai encore rien vu vraiment. Là. J'ai vu des posters, je sais qu'on va avoir 2 Batman dans le film. Est-ce que ça va être des longues scènes ou ça va juste être limité? D'après moi, on va voir quand même là, Michael Keaton quand même assez longtemps, surtout que j'ai pu voir un poster avec The Flash et je pense que c'est le Batwing, quelque chose de même là, qui est là. Fait que tu sais, dans le fond, là, il va se passer quand même quelque chose là, d'assez majeur. Là. J'espère que ça sera pas juste un caméo là, pour 2 scènes. Ça serait le fun. Là. Mais à quelque part, je pense que avec les retombées là, du film d'aujourd'hui, je pense que les gens veulent voir qu'est-ce que The Flash va apporter. Peut-être c'est un peu trop tard aussi. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir savoir là, quand ce film-là va sortir. Est-ce que c'est vraiment trop tard quand même là, parce que ça fait quelque chose comme 3 ans qu'il est filmé ce film-là. Là, c'est vraiment là, très long avant que le film de Shazam de Flash voit le jour. Mais ça va être le prochain film là, dans cette rétrospective-là. Ben, entre-temps, je vais couvrir d'autres franchises. J'ai commencé là, l'année là, en couvrant des films solo. Mais là, on va repartir un peu là, dans les franchises dès la semaine prochaine. On va parler là, de faire l'impossible. Oui, ça va être la franchise des Missions Impossibles là, que je vais couvrir là, pour les 6 prochaines semaines. Que dans le fond, là, je vais avoir mon garçon qui va embarquer au podcast là, pour au moins là, 2 des épisodes. Puis ça, à partir de la semaine prochaine, dans le fond, là, il va m'accompagner. C'est sûr que c'est pas la première fois qu'il prend le micro avec moi. Là. Il a parlé là, sur un épisode là, de Star Trek là, quand on a terminé là, la saison là, de Prodigy. Là, mais en tout cas, ça va être probablement la première fois là, qu'il va être là, pour un film complet. Donc, c'est un essai qu'on fait là, dans les prochaines semaines. Puis bien sûr, on a le film là, le 5e film d'Indiana Jones aussi là, qui va s'en venir là, cet été. Fait que on va parler là, des films de Indiana Jones là, dans les prochains mois suite à la franchise là, des Missions Impossibles. Ça va être tout fait avant là, la sortie là, des films propres, là, mais je vais essayer là, de les coller là, pour pouvoir faire tous les films sans trop d'interruptions. Puis c'est sûr que cet été-là, ça va être quand même assez lourd. La semaine passée, j'ai couvert le 4e John Wick, qui était une des premières rétrospectives que j'ai fait. Cette fois-là, on va revisiter là, la 3e rétrospective que j'ai fait là, la franchise là, des Transformers, qu'il y a de l'air quand même pas
si pire que ça, en tout cas pour les peu d'images que j'ai vues. Je vois déjà qu'il y a quand même pas mal plus de publicité là, que le film de Shazam aujourd'hui. Puis c'est comme plus difficile là, de manquer là, Transformers. Je trouve qu'on n'arrête pas là, de me la foutre au visage. Fait que je vois des choses, en tout cas, ça a l'air quand même pas si pire, mais on verra bien. Là, en tout cas, je vais couvrir là, le nouveau film de Transformers là, en début d'été. Et il va y avoir bien sûr là, le 7e film de Mission Impossible. Le film de Blue Beetle aussi qui va couvrir, qui va être la suite de la rétrospective de DC, que je pense que c'est dans le nouvel univers. En tout cas, il va être adapté pour le nouvel univers plutôt. Puis comme j'ai dit plus tôt, le 5e film d'Indiana Jones. Puis bien sûr, pour le podcast, ça va être le 5e anniversaire du podcast. J'ai fait passer là, au courant de la semaine passée là, un sondage pour quel film que vous voudriez que je couvre. Je devrais avoir un invité au podcast dans le fond là, pour couvrir un film d'Arnold Schwarzenegger. J'essaie de faire quelque chose un petit peu là, unique pour marquer là, le 5 ans du podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Christophe au podcast, fait que c'est lui qui va me joindre là, pour couvrir le film. Le film en question, c'est ça, c'est pour un peu là, faire la boucle là, avec le premier épisode du podcast là, où j'avais couvert le film de Terminator de 1984. Je vais couvrir un autre film d'Arnold avec Christophe, puis c'est ça, dans le fond, là, je vais rajouter là, quelques éléments là, quand même pour célébrer là, les 5 ans du podcast. Mais vous pouvez voter là, pour le film là, d'Arnold que vous voulez que je couvre en allant sur les pages Facebook du podcast. Dans le fond, il y a les deux pages, le forum de discussion et la page principale du podcast. Donc, vous pouvez voter sur ces deux-là. On parle du film The Running Man, Vrai Mensonge ou True Lies, le film de Last Action Hero, le film de End of Days de, je pense, 1999, qui est peut-être le film le plus, en guillemets, horreur qu'Arnold a fait. Le film de le 6e jour qu'il a fait, je pense, quelques années avant. Et bien sûr, le film, je pense, culte, qu'on pourrait appeler ça, le film de Commando là, des 1985, si je me trompe pas. Fait que vous avez le choix là, pour voter là, avec des émoticônes là, sur le Facebook du podcast. Mais sinon, entre-temps, là, n'hésitez pas à commenter là, sur le film d'aujourd'hui, savoir si, mettons, vous faites partie là, de les gens là, qui endossent pleinement le film d'aujourd'hui, ou en tout cas, laissez savoir là, vos pensées là, sur le film là, de Shazam, La Rage des Dieux. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le Mat-Signal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save gold. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.